Bonjour Pierre, dans le numéro 2 de Sciences et Vie, Guerre et Histoire, tu livres un article sur une des premières révolutions technologiques du XXe siècle, en technologie militaire j'entends, l'apparition du Dreadnought. Dreadnought en anglais, si je mobilise mes souvenirs, ça veut dire le sans peur. Qu'est-ce que c'est exactement le Dreadnought? Alors le Dreadnought, c'est un navire qui est extraordinaire par tout un tas d'aspects. Des aspects technologiques d'abord. Il est le premier à intégrer une artillerie lourde de gros calibre unifié, parce qu'avant on mélangeait à la fois des gros calibres et des calibres moyens, sachant que les dommages étaient faits avec les canons moyens, qui tiraient plus vite et qui pouvaient tirer plutôt à courte portée. Là, on fait le choix de prendre uniquement des gros canons. Et ça n'a jamais encore été réalisé. Juste une question. Ça veut dire qu'avant les Dreadnought, on tire à vue? On tire à vue de toute façon. On tire à vue, mais surtout la visée est directe et l'opportunité du tir est laissée au chef de pièce. Chacun qui décide quand il tire et sur quoi il tire en fait. Il n'y a pas de direction centralisée du tir. Exactement. On choisit, on vise et on tire soi-même. En se débrouillant, sans coordination. Là, on change tout, on coordonne le tir. D'une part, donc ça c'est déjà une avancée majeure, et d'autre part, on a un calibre unique de gros canons, et ça c'est encore une fois complètement nouveau. Ce bateau embarque 10 gros canons de 305 mm, il y avait déjà eu du 305 avant, mais là c'est la première fois qu'on en embarque 10 sur un seul bateau. Or 10, c'est 2 fois plus, puisqu'on peut en mettre 8 par bordée, c'est 2 fois plus que les 4 qui étaient la norme jusqu'à ce moment-là. Donc ce bateau déjà est 2 fois plus fort que n'importe quel bateau qui flotte. Par sa simple puissance de feu. En réalité, c'est beaucoup plus qu'un facteur 2 puisqu'on a une direction centralisée du tir. En plus. Donc on démultiplie la puissance réelle délivrée sur l'objectif. Parce qu'en plus on peut porter plus loin. Depuis quelques années, les Anglais ont fait d'étonnants progrès en matière d'allongement de la portée des tirs, qui sont passés d'environ 5000 mètres pour les batailles les plus récentes, à plus de 14 km. Là, on a pratiquement multiplié par 5 la portée, ce qui est évidemment énorme, puisque ces bateaux peuvent à la fois tirer sur un adversaire sans que l'adversaire puisse riposter. Donc, on a bien compris ce point sur l'artillerie de bord. Quel deuxième point fort, le deuxième point révolutionnaire? Alors, deuxième point révolutionnaire, c'est que pour la première fois, on utilise une turbine dans ces bateaux. Une turbine qui a été inventée même pas 10 ans avant, donc c'est vraiment un choix osé de la part des Britanniques qui prennent la turbine, qui n'a jamais été testée sur un bateau de ce tonnage. On a testé des turbines sur des petites unités, mais jamais sur un gros bateau comme ça. Alors, ce bateau, il est déjà beaucoup plus gros que tous les cuirassés qui existaient avant. Vous faites allusion, j'imagine, à la turbine Parsons, qui vient du monde industriel. C'est la même turbine, mais adaptée à la propulsion navale. À savoir, on injecte de la vapeur qui fait tourner la turbine, qui fait tourner l'hélice. Un système extrêmement simple, extrêmement fiable, et qui permet en plus d'aller plus vite que tous les autres bateaux. On reste à la chauffe au charbon pour les chaudières? Alors justement, là, il y a encore une innovation. On a une chauffe au charbon, mais sur laquelle on peut ajouter du pétrole pulvérisé, qui permet de rajouter de la puissance au moment où on en a besoin. Encore une fois, ça permet d'aller plus vite. Et de délivrer la puissance beaucoup plus rapidement. Exactement, en plus, oui. Donc, ok, ça c'est encore une nouveauté. Peut-être un mot sur la direction centralisée du tir. Quelles sont les nouveautés qui ont pu intervenir? Alors, la direction centralisée du tir n'est pas encore exactement arrivée à maturité à ce moment-là. Mais les Anglais ont intégré toute une cascade de petites nouveautés qui, ajoutées finalement, font de ce bateau une unité vraiment redoutable. Alors, il y a la direction, comment dire, la distance à la cible qui est donnée par des télémètres optiques totalement nouveaux qui sont inventés en Écosse par Baron Stroud. D'ailleurs, il me semble bien que la société existe encore. Grâce à ça, on a la distance avec le but, avec une précision qui est encore jamais atteinte, et à des distances supérieures à 10 km. Encore une fois, dans l'idée d'étendre la portée. Ensuite, les données qui sont obtenues grâce à ces télémètres sont intégrées dans des calculateurs qui vont permettre de calculer la position où va se trouver le bateau ennemi quand on va tirer dessus. Ça s'appelle le tir par déflexion. On ne va pas tirer exactement sur le bateau là où il est, parce que l'obus, entre-temps, va avoir, bien sûr, lui-même, il va mettre du temps en l'air, donc on va tomber dans le vide. Mais on tire sur la position où le bateau va se trouver. Et pour ça, on a ces calculateurs qui sont nouveaux. Donc c'est des calculateurs qui sont capables d'intégrer
à la fois la vitesse de l'obus, la vitesse de déplacement de la cible, et cette aberration, elle est de quel type électronique, Tout est complètement mécanique. Ah, c'est mécanique encore. Tout est complètement mécanique, il n'y a pas évidemment d'électronique à ce moment-là, mais on obtient véritablement l'équivalent d'un ordinateur mécanique qui est capable de donner tout ça avec des précisions qui sont encore une fois extraordinaires pour l'époque. Le tout étant ensuite dirigé électriquement dans une batterie d'horloges qui vont donner à chaque chef de pièce, donc dans les tourelles du bateau, la position au moment où ils vont ordonner le tir. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir le temps qui s'écoule. Il faut calculer le temps qui s'écoule pour savoir où on va tirer, bien sûr. Et ces horloges intègrent tout ça. Et on convertit tout ça en données pratiques pour l'artillerie, à savoir les angles d'élévation des canons, etc. D'accord. Est-ce que tout ça se traduit par un alourdissement de ces cuirassés, puisque ce sont des cuirassés, le dreadnought? Alors le bateau lui-même est un cuirassé, reste un cuirassé, donc il est assez bien protégé. Mais Jackie Fisher, qui est l'amiral anglais qui a conçu ces bateaux, a également, en parallèle au Dreadnought, conçu une nouvelle classe de bateaux qu'on va appeler bientôt les croiseurs de bataille, qui sont une version allégée du Dreadnought, dans laquelle on a enlevé de la cuirasse pour gagner de la vitesse. Ce qui fait que ces bateaux sont... alors du coup, le Dreadnought était déjà plus rapide que tout ce qui existait, et là on a une marge de vitesse qui devient proprement énorme pour l'époque, puisqu'on a gagné 6 nœuds, quoi. Il y a une chose qui me paraît intéressante dans votre propos, c'est qu'en fait on s'aperçoit que c'est des adaptations extrêmement rapides d'innovations communes qui sont intervenues dans l'industrie civile, donc il n'y a pas de possibilité de garder du secret sur la constitution du Dreadnought. Très vite, toutes les flottes du monde savent ce qu'est le Dreadnought et quelle est la raison de ses caractéristiques nouvelles, notamment les Allemands. Alors les Allemands vont comprendre très très vite de quoi il s'agit, même au moment où le bateau est quasiment en chantier, parce que bon, évidemment, bien sûr, c'est impossible de construire un énorme bateau comme ça en gardant le secret, bien sûr. En plus, les Allemands font leurs propres recherches de leur côté, donc ils savent ce qui se trame concrètement. Et avant même que le bateau soit terminé, ils ont eux-mêmes pris la décision de lancer leur propre version. La seule différence qu'il va y avoir avec le Dreadnought anglais, c'est que l'amiral Tirpitz, qui commande la marine allemande, ne croit pas à la turbine. Cruelle erreur d'ailleurs, qui aurait pu leur coûter très cher. Un moteur alternatif. Absolument, on reste à un moteur à piston qui est très peu pratique, peu fiable, et surtout qui consomme aussi plus de charbon.